Aujourd'hui, Olive, on va parler des outils manuels. Alors tiens, Ouais, le merci. marteau, Super, tournevis, nickel. la scie et la clé. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des apéroutis d'Olive et Matt. Bonsoir. Donc, je suis Mathieu du blog Atelier Passion du Bois. Je suis Olive d'Hollywood Création. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler des outils manuels avec tranchant, on va préciser, hein, parce qu'on peut parler de tous les outils manuels. En tout cas, avant de commencer, en introduction, on aimerait faire un petit remerciement Oui, à tous un les grand, personnes, un gros remerciement. voilà, à toutes les personnes qui nous suivent depuis que les apéroutis ont commencé. Donc là, on est au 9e épisode. 9 ou 10, Ouais, ouais. 9e, si on compte pas les deux épisodes sur la domino, on est au 9e Mm. épisode. Et donc voilà, je vais prendre ma petite liste. Donc je voudrais remercier toutes les personnes qui nous suivent, qui commentent à chaque fois, commentant rien que pour nous dire merci, rien que pour ajouter Ouais, nos un petit meilleurs commentaire, fans. voilà, nos meilleurs fans. Donc un grand merci à Gilles Sophie, qui est Ah, notre Gilles top, Sophie, top ouais. supporter. Toujours à commenter. Merci beaucoup, Gilles. Ensuite, je remercie Laurent de LJVS. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Franck de Créolinium, c'est pareil, Ouais. allez voir sa chaîne si vous ne connaissez Merci, les pas. gars. JC de JC Workshop, je vais y arriver. N'oubliez pas également, sa chaîne est disponible. Bernard Comte, notre ami Bernard, donc c'est toujours un plaisir de lire tes commentaires. Ouais, toujours Donc un petit écoute, commentaire continue, hein, on aime bien ça. instructif à chaque fois. Jean-Baptiste Bournisien de la page je suis curieux.fr, donc là aussi, allez voir sa page. Renaud Bauer, décidément, Tous les potes. de Renaud Bauer créateur, allez-y aussi. Je sais pas, ils ont fait peut-être exprès de commenter pour qu'on aille voir leur je chaîne. pense. Gauthier de Build for Fun, le petit belge, allez-y aussi. Karine Rollin, La Fougère 333 Pteridophyte. Alors là, excuse-moi du pseudo, mais écoute, merci en tout cas voilà, pour le support et pour les commentaires. Nico Décopo Nico, pareil, allez voir la chaîne. Mathieu Tougner ou Tougné. Et puis Thierry Daniel. Voilà, on vous a pris les 14 plus gros, en tout cas, commentaires sur les apéroutis. Donc encore merci à vous et puis bien sûr merci à tous les autres qui ont commenté. On pouvait pas lister les. J'ai fait le compte. On a plus de 130 personnes différentes qui ont commenté. Donc du coup on a pris vraiment les plus importants. En tout cas c'est eux qui ont plus commenté nos vidéos. Eh bien sans plus tarder rentrons dans le vif du sujet. Donc à savoir les outils manuels. Alors Olivier et moi, on n'est pas forcément les plus grands spécialistes des outils manuels. Ouais. On a utilisé, en tout cas jusque maintenant, beaucoup d'électroportatifs. Par contre, personnellement, j'essaie de plus en plus d'utiliser les outils manuels pour plusieurs raisons. La première, c'est vraiment l'aspect bruit, parce que c'est vraiment plus agréable de travailler avec ces outils manuels pour éviter de faire du bruit dans l'atelier. Le deuxième, c'est aussi tout ce qui est poussière qui est générée par l'électroportatif, qu'on a beaucoup moins sur les outils manuels. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'épisode suivant sur les aspirateurs si vous ne l'avez pas vu. Précédent. L'épisode précédent, oula, on n'a pas encore attaqué l'apéro, mais voilà, l'épisode précédent Ah, on a oublié l'apéro. sur les aspirateurs. En tout cas, voilà, donc c'est vraiment pour moi, c'est ces deux sujets-là qui m'ont fait arriver, en tout cas, au travail avec les outils manuels, qui est vraiment très agréable. Sans plus tarder, Donc puisqu'on... aujourd'hui, l'apéro a tourné. C'est une vodka. Je pense que- Carambar. Alors voilà, Voilà, également c'est la recette de ce petit mélange est dans la vidéo précédente sur les aspirateurs. Donc si vous avez besoin de la voir, allez-y. Eh bien, à la vôtre, Ouais, votre. Ah, tiens, Mathieu. à la tienne. Alors, on va commencer ces outils manuels par, on va dire, le plus connu, à savoir tout ce qui est rabot. Alors les rabots, il en existe des milliers de sortes. Pour moi. Du coup, avec différentes tailles, avec différentes versions. On va vous montrer encore une fois, pas forcément l'exhaustivité des rabots qui existent, parce qu'on ne les a pas tous ici. Je vais vous parler de ceux que j'ai et pourquoi je les ai achetés. Donc, vous avez sûrement, je pense, la majorité chez vous, des rabots que vous avez pu récupérer de vos grands-parents ou de vos parents, qui sont généralement dans un état plutôt bien abîmé, bien rouillé, etc. Donc, c'est vraiment des rabots qui sont très intéressants, où vous pouvez passer du temps pour les réhabiliter, entre guillemets, en refaisant vraiment le plat de la semelle, en refaisant complètement le biseau, bien l'affûtage de vos fers, et vous avez vraiment moyen de repartir avec vraiment du bon matos. Au niveau des rabots, en fait, ils sont classés avec des tailles qui correspondent à des chiffres. Donc je ne connais pas toute l'exhaustivité des chiffres. Tout ce que je sais, c'est que voilà, si vous voulez commencer sur un rabot comme ça,
à main classique. La taille idéale, c'est, on va dire, entre le 4 et le 5. Donc 4, 4,5, c'est vraiment... Donc là, ici, on est sur un 4. Je sais que Paul Sellers, dans ses vidéos, donc ça, on en parlera à la fin, mais c'est vraiment un YouTuber et on va dire un artiste du bois qui travaille essentiellement avec des outils manuels. Et lui, voilà, son conseil, c'est vraiment, si vous devez avoir qu'un rabot, prenez un 4,5. Avec ça, vous allez pouvoir faire quasiment aussi bien du dégrossissage, alors dans la limite du raisonnable, et du travail vraiment tout en finesse. Donc là, vraiment, voilà. Moi, ce rabot, c'est de la marque Luban. Alors Luban, c'est une marque chinoise qui provient des usines de Guangcheng. Alors, je vous mettrai ça dans la description, hein, bien sûr. Et on va dire c'est une très bonne alternative aux, bien sûr, les fameuses marques américaines que sont Veritas et Lie-Nielsen, qui sont vraiment voilà, les deux top marques. Après, si on est plus sur les anglais, on est plus sur du Stanley ou du... je sais plus la deuxième marque anglaise. Aucune idée. Bref. Donc voilà, c'est vraiment des trucs, je crois qu'ici, je devais être dans les 120 euros si je dis pas de bêtises, je vous le mettrai peut-être dans la description hein, parce que je ne l'ai plus forcément en tête. Mais voilà, c'est déjà assez lourd, hein, mais c'est vraiment très agréable de travailler avec ça. Et on arrive à faire vraiment du beau travail une fois qu'on a bien affûté la lame. Parce que c'est sûr que la lame au départ, c'est plutôt une pierre. Et donc il faut vraiment l'affûter par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo moi sur l'affûtage des ciseaux à bois, mais elle fonctionne également de la même manière pour les lames de rabot, donc je vous le mettrai en description. N'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo qui vous expliquera comment rabattre tout ça. Donc voilà, avec ça, vous pouvez faire vraiment pas mal de travail. Par exemple, vous allez créer un panneau en bois, vous allez avoir des légers désaffleurs parce que vous êtes parti soit du bois de palette, soit parce que vous êtes du bois de récupération. Et là, du coup, plutôt que de passer des heures à la ponceuse, vous faites 2-3 petits coups avec ça et vous allez pouvoir refaire ça voilà, très facilement. Donc c'est vraiment très agréable, en tout cas à travailler, et encore une fois, dans le silence. Et puis, pas trop dans la poussière. Donc après ce premier achat, c'est une pièce qui est quand même assez lourde et du coup c'est difficile pour faire des fois juste un petit chanfrein ou à bout de main ou des trucs comme ça. Et du coup je me suis acheté ce qu'on appelle les petits blocs plain. Donc c'est vraiment un petit rabot de paume hein, en français. Donc là c'est très simple, hein. Vous avez derrière votre lame et puis ici de quoi en tout cas la fixer, la maintenir. On parlera pas voilà, du nom des pièces, de la grenouille, etc. Enfin des différentes pièces pour du rabot, hein, mais bon, on pourrait regarder ça en détail sur différentes chaînes. Ces petits rabots, je les ai pris de la marque Luban. Alors du coup, j'ai acheté un pack qui fonctionnait avec les deux. Donc j'ai ce rabot-là de paume qui est classique avec voilà, ma lame qui sort ici. Ici, on a moyen de venir ouvrir la fenêtre, donc qui permet de plus ou moins, là on va voir derrière, voilà, je peux plus ou moins refermer l'ouverture. Hop, voilà, tac. Si j'y arrive. Donc voilà sur cette partie-là, donc ça c'est très intéressant. Et le deuxième, qui lui a une lame qui va sur toute la largeur du rabot. Donc ça c'est important, c'est par exemple quand vous faites une feuillure, si je fais ça, là je vais être bloqué parce qu'ici j'ai quoi? J'ai quasiment 5 mm de chaque côté de la lame sur lequel je ne rabote pas. Avec ça, ma lame fait vraiment toute la largeur du rabot et je vais pouvoir m'utiliser... on va dire, on pourrait imaginer que c'est une espèce d'un gros Guillaume. Du coup, je suis vraiment très content d'avoir pris ces deux rabots-là. Et ça, pour le coup, c'est pas très cher, hein. Je crois que pour 100, 110, 120 euros, vous avez les deux rabots, donc de la marque Luban, qui sont vraiment très intéressants. C'est sûr que si vous prenez ça chez Veritas ou Lie-Nielsen, vous êtes plus déjà à 150, voire plus, pièces. On a parlé de Guillaume, voilà ce que c'est qu'un Guillaume. Du coup là c'est vraiment un petit rabot très très fin avec voilà, une petite lame ici qui est sur toute la largeur de la pièce, encore une fois pour faire une rainure, pour faire une feuillure. Donc là ici c'est pareil un Luban numéro 91. Encore une fois je vous avais dit hein, la numéro 4, numéro 91, donc c'est pas une question de taille, hein. C'est voilà, la façon dont est numéroté, mais voilà. Donc voilà un petit peu pour cette partie rabot. On a ensuite un rabot que j'ai pas ici qui s'appelle plutôt la varlope. Donc là c'est vraiment, vous imaginez ce rabot là mais avec une plus longue semelle à l'avant et à l'arrière qui sert vraiment pour du dégrossissage au départ quand vous êtes sur des étapes de corroyage. Donc c'est-à-dire que vous allez dégauchir et raboter votre bois de manière manuelle. Moi ici ces opérations là je les fais plutôt du coup sur ma dégo rabot et donc je n'ai pas investi sur ce type de rabot mais plutôt sur des rabots entre guillemets de finition.
Toi, je sais que tu as un petit rabot de ton côté. J'ai un petit rabot de pomme, en fait, un peu comme celui-là. Un Veritas. Ah. Mais je m'en sers pas souvent, je suis plutôt l'électrique. C'est pour ça que je t'ai laissé parler, Ouais. c'est qu'en fait, les rabots, j'y connais pas. C'est un que tu avais récupéré ou... Non, c'est un neuf. C'est un que tu avais acheté en Veritas, d'accord. J'avais récupéré contre de l'argent. Alors au niveau des angles, je crois qu'on est sur du 20-25 degrés, à part celui-là qui est ce qu'on appelle un low angle block plane, donc c'est vraiment un angle qui est vraiment beaucoup plus bas. Alors, autre outil indispensable dans l'atelier, c'est bien sûr les ciseaux à bois. Donc là, vous voyez ici, moi j'ai deux modèles que j'avais récupérés à gauche à droite. Alors ces modèles-là... Ah, t'as un Peugeot, j'ai le même. Ouais, j'ai un vieux Peugeot là pour le coup qui a acheté en grande surface de bricolage, qui est pas terrible. hein. Effectivement le tranchant ne tient pas tellement, et là c'est un vieux que j'ai récupéré je sais plus où et qui lui marche impeccable. Encore une fois, hein, il faut vraiment pas se dire que quand vous achetez quelque chose dans le commerce, comme il va être cher ou autre, l'affûtage va être nickel et ça va être lié par rapport à ça. Dans tous les cas, vous allez devoir faire un affûtage de votre côté. Encore une fois, je vous renvoie ma vidéo spécifique sur l'affûtage. Et finalement, d'un ciseau à bois pourri, vous allez pouvoir en faire une roche dans la mesure du possible à partir du moment où votre affûtage est nickel. La différence essentielle, finalement, dans toutes ces marques de ciseaux à bois, elle va se jouer à quoi ? Sur la qualité de l'acier qui va faire que on va éviter d'éclater la lame en 2 secondes parce qu'on a tapé sur un nœud ou autre. Et puis après, derrière, la qualité de finition par rapport à la tenue du manche et tous ces outils-là. Pour le reste, dans tous les cas, vous allez devoir procéder aux mêmes étapes de faire ici le plat sur ce qu'on appelle la planche du ciseau à bois, refaire votre biseau en fonction de l'angle qu'il faut, avec éventuellement la mise en place d'un deuxième biseau juste en bout pour éviter de refaire un affûtage complet à chaque fois. Donc voilà, ça c'est vraiment les différentes étapes qu'ils vont utiliser. Moi ce que je vous conseille dans l'atelier c'est d'avoir un ou deux, donc là je pense que j'ai un 10 et un 22, donc voilà, si vous avez un 10 et un 25, pour faire le travail voilà, deux ciseaux pour le travail courant qui traînent entre guillemets pour racler de la colle, pour toutes ces conneries là, où vous n'avez pas peur de les sacrifier. Et donc alors il y a quelques années, donc on était tous les deux avec ce genre de ciseaux trouvés dans les grandes surfaces de bricolage, qui donc nous rendent des services mais sans plus, et ensuite donc on a eu l'occasion d'investir dans ces outils de marque Pfeil, donc c'est suisse. Et alors là, contrairement à ce que tu dis sur les ciseaux à bois, c'est que ceux-là, par défaut en fait, des paragines, ils sont très bien affûtés. Ouais. Donc ils sont plutôt sympas. À la base, Pfeil, c'est une marque qui fait des outils de tournage, si je dis pas de bêtises. Donc ils ont aussi une gamme de ciseaux à bois. Tout ça. Ouais, sculpture et tout, des gouges. Et par contre, les ciseaux étaient pas très très chers quand on les a achetés. C'est pour ça qu'on on a le même kit tous les deux. Hein. On a à peu près la totale. Avec la totalité. Hein. Et je crois qu'on est sur du... On commence au 4 mm, 6, 8, 10, 12, 16. Après on passe à 20, 26, 30, 32, 35, 40. Donc c'était fait vraiment plaisir là-dessus. Ouais, au final on avait tout acheté et je crois que sur tous, j'ai dû m'en servir déjà de 80% des ciseaux en niveau détail. Si on les a pas, on peut s'en passer, mais quand on les a, on a tendance à vraiment utiliser à chaque fois le meilleur ciseau à bois pour l'utilisation. À minima, je pense qu'il faut un 4 ou 6, un 8-10 et puis après un 20-25. Ouais. Et puis après peut-être un gros en 30 ou en 40. Quoi. Ouais. Bon. Mais donc ils étaient pas très très chers, donc à surveiller. Et une marque vraiment, vraiment sympa, moi j'en suis très content. Je crois qu'on était entre 12 et 25 euros peut-être par ciseau en fonction des tailles. Les gros là, ils devaient être beaucoup plus élevés. Ouais, mais je pense pas que lui soit aussi peu. Mais alors tu dis qu'ils étaient bien affûtés au départ, c'est ce que je pensais. Et au final, quand moi j'ai appris à bien affûter, j'ai vu clairement la différence. D'accord, ok. Ouais. Non, franchement, dans tous les cas, voilà, ça a beau être les meilleurs ciseaux du monde, enfin n'importe quelle marque, dans tous les cas, ça mérite toujours un bon affûtage dessus. Chose très intéressante, je vous invite à regarder, vous faites une recherche dans YouTube ou autre, construction de ciseaux à bois. Vous allez regarder le process industriel de comment sont faits les ciseaux à bois, c'est vraiment quelque chose de captivant. Généralement, il y a une vidéo qui fait 8-10 minutes et qui vous explique comment c'est fait jusqu'au biseau autre. C'est vraiment super intéressant de voir comment c'est construit en usine ces choses-là. Donc la petite boîte, vous retrouverez dans la description pareil un petit article sur le blog pour faire cette petite boîte très pratique pour ranger ces ciseaux à bois. Après souvent les gens les aiment bien, les avoir dans l'atelier, prêts à dispo. Moi je vous dis, j'ai toujours ces deux-là qui sont prêts à prendre pour faire 2-3 petites retouches. Et quand après j'ai vraiment un travail qui est fait, je suis content d'avoir cette boîte-là pour pouvoir avancer. Donc voilà, les ciseaux à bois, vraiment le truc indispensable. Alors je vous propose maintenant de parler des racloirs. Alors des racloirs, c'est une chose qui n'est pas forcément peut-être très connue, en tout cas du grand public. Merci.
Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu du grand public, et pourtant c'est vraiment, quand on apprend à s'en servir, quand on apprend à les affûter, on est vraiment très content de les avoir. Donc là, au départ, Olive et moi, on avait acheté un kit de ce style avec, donc du coup, un racloir de forme rectangulaire. D'ailleurs, c'était celui-là. Rectangulaire. Donc là, vous voyez, moi celui-là, maintenant, il me sert que pour racler la colle. Un racloir avec des formes concaves et puis convexes sur ces différentes formes. Donc sur un racloir, en fait, comment ça va marcher? C'est qu'on va avoir... il va être affûté dans un sens à laisser voilà, un morphile d'un côté, et ce morphile-là va permettre de gratter le bois. Donc, par exemple, si je prends le rectangulaire, c'est quelque chose qui va se tenir voilà, en le pliant comme ça et en avançant comme ça sur le bois. Vous pouvez regarder par exemple la vidéo de l'upcycling d'une vieille table haute en table basse que j'ai fait et sur lequel j'utilise voilà, ce type de racloir pour parfaire, on va dire, l'état de mon plateau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez fait votre finition avec votre racloir, vous n'avez plus besoin de poncer, et au contraire il ne faut pas poncer puisque là vous avez vraiment fait un état nickel pour les fibres. Donc c'est vraiment, ces petits outils là sont vraiment super. Donc ça s'affûte avec une pierre et puis après ce qu'on appelle un affiloir. Donc voilà, c'est une pièce un peu comme ça, entre guillemets c'est un métal un petit peu plus dur qui va permettre de créer ce morphile là. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera un apéro-outil spécial sur tout ce qui est maintenance des outils. Du coup, on vous présentera voilà, tout ça dans une autre vidéo. Mais vous regardez, voilà, il y a pas mal de vidéos qui existent sur le sujet. C'est pas évident forcément la première fois à apprendre à bien affûter. En tout cas, c'est racloir, mais en tout cas, c'est bien pratique quand on apprend à s'en servir. C'est vraiment très agréable de faire ces copeaux. Encore une fois, ni dans la poussière, ni dans le bruit. Voilà, c'est toujours plaisant de faire cette partie-là. Donc vous avez vu, voilà, moi j'ai ces trois racloirs là, et là c'est ce racloir finalement qui me sert moi pour racler toutes mes colles, donc maintenant qui est dans un état dégueu. Pourquoi j'ai utilisé celui-là? Voilà, celui-là faisait partie de mon kit initial, et en fait je crois qu'on était sur... T'es trop fin, hein. Non, il était trop épais, et du coup j'arrivais pas à le plier pour vraiment faire quelque chose. Et là du coup, là celui-là c'est un racloir Veritas que j'ai eu en achetant l'affiloir Veritas spécifique pour faire l'affûtage de racloir, on va dire droit. Et du coup, il était livré avec, et là, du coup, lui, il est beaucoup plus souple. Donc, je vous conseille vraiment, si vous devez acheter un racloir, de prendre voilà, quelque chose d'un rectangle, en tout cas assez long, et pas trop épais quand vous démarrez, parce que c'est quand même plus agréable de pouvoir bien l'avoir plus flexible pour pouvoir bien travailler. Après, vous avez vraiment un geste qui va se prendre en main petit à petit, de l'inclinaison à avoir. De toute façon, vous allez le sentir vous-même d'un instant où ça prend bien du copeau ou d'autres. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des racloirs comme ça, à partir du moment où vous faites juste de la poussière de bois, c'est qu'il faut refaire l'affûtage de racloir parce que vous êtes censé avoir du copeau. Alors, on va passer maintenant au râpe et aux limes. Donc, vous allez pouvoir trouver dans le commerce voilà, vraiment des râpes toutes cons, ça doit, je sais pas, 5-10 euros l'unité. Non, c'est plus cher que ça, celle-là. Hein. Celle-là, les bacos sont assez chers quand même. Ouais, 10-15 euros, allez, 10-15 euros l'unité. Donc, allez, la râpe classique ronde, celle qui fait râpe plate d'un côté puis lime de l'autre. La fauteuil, c'est un peu ouais, c'est un quart de rond, ça. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, je sais plus. Enfin, vous avez en tout cas une face plate et une face arrondie. Je pense que Bernard nous dira le nom de la râpe dans les commentaires. Bernard, on compte sur toi. Et puis après, derrière, les mêmes formats, on va dire... passe pas au lit, mais on est encore au râpe. Ah, je reste sur les râpes. Allez. Donc du coup, voilà, les râpes du commerce... Les râpes industrielles. Les râpes industrielles qui sont très régulières en termes de fil, de piqûres, ce qu'on appelle des piqûres. Donc ce qui fait que quand on va râper avec, on va avoir tendance à créer des tranchées. Vu que chaque piqûre, quand on reproduit le geste, va se positionner dans le même trou. Ce qui fait qu'au final, on détériore la surface du bois plus qu'autre chose. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans le commerce, c'est fait à la chaîne, dans les usines. Et ensuite, il y a les râpes Rolls-Royce de la râpe, dans son emballage individuel. Donc ça, c'est les râpes piquées main, donc il reste deux constructeurs en France et peut-être même dans le monde entier, à savoir les forges de Jury, je crois, c'est les anciens Oriou, et les Liogier, donc ça c'est une Liogier en l'occurrence, donc ça c'est une fauteuil. C'est une grosse, et en fait donc la différence c'est que si on regarde au niveau des piqûres, ça c'est piqué à la main, donc chaque piqûre est dressée unitairement. À côté de l'eau, je ferai une petite photo pour en Vas-y. Et donc ça, l'avantage c'est que du coup il n'y a pas de...
Les piqûres sont irrégulières en fait, très légèrement. Donc la râpe ne va pas créer de tranchées lorsqu'on va l'utiliser dans le bois. Et donc on arrive à avoir un vraiment meilleur état de surface et la râpe travaille beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement surtout. Donc ça c'est des râpes qui sont par contre beaucoup plus chères, mais la qualité est juste incomparable. Alors là il existe de différentes tailles forcément. Alors moi qu'est-ce que je peux vous proposer? Là j'ai une queue de rat, même principe. Donc elle a beau être ronde, elle est aussi complètement irrégulière, c'est tout l'intérêt. Et il y a vraiment de la piqûre jusqu'au bout. Hein. Souvent les râpes industrielles, peut-être pas celle-là. Moi je les ai jamais vues ces trucs-là, j'ai envie de faire un test. Mais souvent les râpes industrielles, il manque des piqûres jusqu'au bout. Là par contre ça y est. Et ici, là j'ai une râpe carrée. Pareil avec des piqûres irrégulières jusqu'au bout. Non, c'est pas le départ. Quel bel état de surface. Allez, je vais tester l'autre. Attends, tu sais que ça ne s'utilise pas comme une râpe industrielle. Hein. Ah bon? Ah bah non, il faut râper dans le sens des piqûres, donc dans la diagonale. Comme ça? En fait, tu avances en diagonale. Effectivement, en état de surface, il n'y a pas photo. Effectivement, là, si on compare bien les deux, et encore que tu l'as pas forcément utilisé bien comme il fallait, mais il y a quand même une belle différence. Mais t'as vu, elle travaille super vite. Hein. Ouais. En tout cas, les râpes, c'est... Enfin moi, jusque maintenant, c'est quelque chose que j'utilisais pas, parce que je trouvais que ça faisait du sale boulot et autres. Et au final, de plus en plus, alors même si c'est des râpes industrielles, hein, mais des fois, pour une petite retouche ou autre, j'hésite pas à les utiliser, ou pour refaire vraiment une forme pour un arrondi. Et ça fait vraiment un bon dégrossissage au départ. Et finalement, voilà, ou même après le côté lime, par exemple, j'avais fait les tenons et mortaises de mon piétement en bois là, pour ma MFT. Je les avais finis avec ça, fignolés au niveau des mortaises, donc des mortaises traversantes. Et du coup, voilà, j'ai vraiment repris plaisir un petit peu, encore une fois, voilà, vraiment le travail manuel, qui est très agréable. Et c'est vrai que là, finalement, on voit avec tes râpes piquées main, déjà, en plus la qualité qui... Enfin, sur lequel tu peux être déjà plus sur du travail de finition. Ça donne envie de bosser avec ça. Ouais, c'est clair. Après, là, il y a un produit un peu intermédiaire, on va dire, c'est entre la râpe et la lime, je sais pas, c'est un peu dur à définir. C'est ce qu'on appelle un rifloir. Donc il en existe de différentes tailles et différentes grosseurs de piqûres. Oui, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que la piqûre, ça s'échelonne de 1 à 15 sur les râpes piquées main. Là, on est sur de la piqûre, ça doit être du 4-5, ça. Et plus on monte, plus forcément c'est grossier. Et ce genre de petit rifloir permet vraiment d'aller dans les angles, dans les orifices vraiment compliqués. Typiquement, on lui fait on va dire qu'on fait encore de la pub, mais Franck de Créolinium, sur ses vidéos de son tabouret maloufien, utilise à un moment des pieds où vous avez vraiment cette forme arrondie pour la finition. Voilà, ce type de... Déjà les râpes au départ pour dégrossir, et après ce petit rifloir pour finir en détail. Et ça, pareil, les piqûres sont jusque sur les tranches, ça veut dire que de partout, en fait, le rifloir travaille. Il n'y a pas de zone où il ne fait rien. Oui, d'ailleurs, il me semblait que sur les râpes, alors il y en a parfois c'est fait exprès, hein, que ça non, mais c'est ça. Pas de piqûre. Et là, tu vois, par exemple, là, t'as rien sur les tranches. Si, t'en as celle-là, les autres t'as rien, celle-là t'as quelque chose des deux côtés. Ouais, mais tu vois, c'est quand même en régulier, quoi. Bref. Bon. Voilà un petit peu pour les râpes. Un produit entre guillemets sous-utilisé dans l'atelier. Donc j'avais fait un article sur le sujet en description. On le mettra également. Et avec une comparaison également entre râpe industriel et râpe piqué. Et bah du coup, qui dit râpe dit lime. Donc là, on va dire, vous avez exactement les mêmes formes. Hein. Les limes qui sont... Alors, pour moi, j'avais plus en tête que les limes, c'était pour le métal et la râpe pour le bois. Mais finalement, pour avoir un fini sur le bois, on peut très bien utiliser une lime. Bah, en théorie, je pense que c'était plutôt censé partir sur des râpes de bonne qualité. De piqûres plus fines aussi, quoi. Ouais. Parce que la lime, elle va vite s'encombrer de copeaux, de poussière. Ouais. Pour moi, c'est vraiment pour le métal. Donc, du coup, là, pour le métal, vous avez la même chose. Hein, les limes, pareil, hein, plates, avec le léger arrondi, et puis après... T'appelles ça comment, toi, le... Queue de rat. Queue de rat. Voilà. Il existe aussi des lames. Par exemple, ici, j'ai une lime qui est triangulaire. Vous avez des limes carrées.
Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les petites limes de serrurier. Ça, c'est aussi intéressant à voir. Vous avez généralement des petites pochettes avec vraiment Ouais. 4-5 toutes petites limes. Des fois, pour du petit travail de finition, je pense que c'est vraiment pratique. Par contre, il faut y mettre le prix, c'est que en général, les kits pas Ouais. chers, tu limes 2 fois et puis la Ouais, lime, ça marche elle plus, est quoi. lisse après. Ouais. Voilà pour les limes. Et si tu nous parlais Vastringue. Alors, la Vastringue, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce super outil. Donc là, vous avez des Vastringues déjà qui existent avec les poignées comme ici droites. Vous en avez où elles sont des fois un petit peu incurvées. Le concept, c'est quoi? C'est que vous avez une petite lame qu'on vient sortir et régler avec ici ces deux petites vis. Encore une fois ici, c'est la marque Luban, mais elles existent bien sûr dans toutes les bonnes marques. Et vraiment, encore une fois, là, pour faire... alors du coup, je vais ressortir mon truc. Ce genre d'outil, c'est vraiment super pratique pour faire tout ce qui est des mises en forme. Si vous avez un arrondi à faire, par exemple, je sais pas moi, pour un pied de chaise ou autre point, et ben c'est pareil. Alors, ça peut se finir dans les deux sens, soit on a vers l'avant ou vers l'autre. Et finalement, je vais venir ici, comme ça, retailler. Et on voit au fur et à mesure. Donc là, on va commencer peut-être par un plat. Non, je suis pas forcément dans le sens du film, mais du coup, ici, j'ai carrément réussi à faire un bisou en quelques secondes très rapidement. Carrément, quoi. Et du coup, ici, si on se dit qu'on veut faire peut-être quelque chose de plus arrondi, j'enlève les trucs au fur et à mesure. Hop. Tout simplement. Voilà. Et là, finalement, j'ai recréé un arrondi très facilement sur ma pièce, simplement voilà, en quelques petits coups de vastringue. Donc c'est un outil que je regrette de ne pas utiliser autant. Enfin, autant que je le voudrais, parce que c'est vraiment voilà, très très pratique, c'est très agréable à utiliser. Je m'en suis servi, non, je m'en suis servi pas mal pour la construction de ma guitare. Où là j'avais vraiment voilà, quelques petites Quand retouches tu ou parles de quelques guitare, finitions. tu parles de la fausse guitare. Je parle de ma fausse guitare ou de la basse, la basse à 4 cordes. Donc voilà. Donc en tout cas voilà, c'est vraiment. Et même j'ai envie de dire, alors si vous avez, allez, je sais pas, peut-être des enfants de. Alors peut-être quand même peut-être plus de 8-10 ans, mais si vous devez leur acheter un premier outil, achetez-leur ce type d'outil. C'est vraiment très sympa. Ils vont pouvoir finalement sculpter à partir de branches. Ils se blessent avec. Bah, il faut leur apprendre un moment, mais je veux dire, c'est limite, enfin, c'est pas plus dangereux qu'un ciseau à bois. Et du coup, Oui. c'est, en tout cas, ils vont pouvoir faire beaucoup plus de choses, travailler avec, c'est pas moi, c'est l'aspirateur. Ils vont pouvoir travailler avec. Il est amoureux, l'aspirateur. Hein. Ils vont pouvoir travailler donc du coup avec des branches qui viennent du jardin, ou voilà, vous prenez une bûche, ce que vous voulez, ils vont le décorcer, ils vont pouvoir utiliser ça, et ils vont rapidement pouvoir avoir des formes, et finalement ça te demande, on va dire, aucune technique, vraiment vous prenez, c'est simple, vous faites reculer, et voilà, c'est vraiment très agréable à utiliser comme outil, parce qu'on va avoir voilà, cette forme qui va venir se construire au fur et à mesure de nos mouvements, et du coup voilà, c'est vraiment quelque chose de très agréable à utiliser. Voilà pour la vastringue. Qu'est-ce que je voulais dire? On a ensuite la guimbarde. Alors la guimbarde, c'est, on va dire, la défonceuse manuelle. Donc là, j'en ai pas ici. Je vous invite encore une fois à aller voir une petite vidéo de notre ami Franck de Créolinium qui fait une vidéo de présentation de la guimbarde Veritas où il vous explique un petit peu toutes les lames, vraiment son utilisation. Donc c'est pareil, je vous mettrai dans la description, vous verrez ce que c'est qu'une guimbarde. Je pense que ce sera mon premier achat d'outils manuels parce que, encore une fois, dans certains cas, quand vous faites une rainure, vous avez trop besoin de faire la profondeur exacte. C'est un outil très sympa. Et pour moi, tous ces outils-là ont aussi un petit aspect, je ne vais pas dire collection parce que je m'en sers, mais voilà, c'est quand même des outils qui sont quand même plutôt agréables à regarder, à exposer. Voilà, moi j'ai sur mon étagère derrière, mais comme ça aussi ils sont prêts à utiliser. Et du coup, c'est vraiment très agréable de pouvoir travailler avec ces outils manuels. Tu as oublié de nous parler de celui-là. Bah oui. On va parler ensuite de la plane. Alors, les planes, il en existe des planes droites, il existe des planes concaves et il existe des planes convexes en fonction de ce que l'on fait. Donc la plane, voilà, c'est vraiment un outil comme ça qui permet, on va dire plusieurs choses. La première, c'est de décorcer le bois. Et après, la deuxième, pour faire, on va dire, de la sculpture, mais
on va dire plutôt grossière, même si on arrive quand même à rentrer dans des finitions pas mal, mais ça va vous permettre de vraiment retailler le bois. Donc du coup, celle-ci est concave. Et idéalement, il faudrait plutôt une convexe pour rentrer plus dans les détails. Mais alors, si on imagine ici que je veux faire un arrondi, simplement, je peux venir ici comme ça. Pareil, et vous voyez, donc je vais vraiment pouvoir tailler. Bon, là, je suis un peu embêté par ma presse, mais de manière très facile, pouvoir vraiment tailler dans la masse. Voilà, je peux y aller vraiment grossièrement. Et voilà, j'envoie du truc. Hein. Donc du coup, vous pouvez faire ça, on va dire, au départ pour dégrossir, et ensuite finir le travail avec la bastringue. Mais donc là, du coup, c'est important de bien regarder l'inclinaison sur laquelle vous avez et travailler comme ça avec ses poignets. Voilà. Encore une fois, c'est un outil que j'aimerais utiliser plus souvent en fonction de mes réalisations parce que c'est vraiment, encore une fois, voilà, très agréable ce travail manuel. Et puis on a surtout voilà, ce bois qui va venir se sculpter au fur et à mesure des gestes. Et c'est très sympathique. Alors, je vous propose maintenant de passer aux scies. Alors, on ne va pas parler de tous les types de scies qui existent, etc. Vous avez tous sûrement une scie universelle ou autre dans votre atelier, une scie bois, une scie à métaux, etc. Je vais vous parler simplement des scies japonaises. Alors voilà, il existe plusieurs sortes. Et là, du coup, je vais reprendre mon petit papier parce que c'est pas évident à retenir. Dans les scies japonaises, vous avez, on va dire, entre guillemets, 3 sortes. Il y en a peut-être plus, hein, mais voilà, 3 sortes principales. Vous avez le modèle qu'on appelle Dozuki. Alors Dozuki, voilà, c'est cette scie-là. Donc, juste une petite précision, les scies japonaises, qu'est-ce qu'elles ont différentes par rapport aux scies européennes ou anglo-saxonnes, enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, quoi, non japonaises, c'est qu'on va dire qu'elles vont couper quand on va tirer, alors que en Europe ou aux États-Unis, c'est plutôt quand on va pousser que la coupe se fait. Donc c'est un pli à prendre, ça a ses avantages et ses inconvénients. En tout cas, moi personnellement, je trouve ça très agréable, en tout cas pour travailler, et je trouve qu'on a plus de précision. Donc cette fameuse Dozuki avec le renfort métal, elle est typiquement utilisée pour faire des coupes pour des queues d'aronde ou tout type d'assemblage comme ça, où vous allez utiliser cette lame-là et finalement vous allez être à un moment bloqué par cette profondeur liée au dos métallique, mais qui permet aussi d'éviter à la lame de partir dans tous les sens et d'avoir vraiment une coupe impeccable. En théorie, vu que tu travailles en tirant, c'est pas censé partir dans tous les sens. Voilà. Donc ici, on est sur une lame. Alors vous voyez aussi les lames japonaises par rapport à nous, c'est que là, on est sur du 0,3 mm d'épaisseur. Donc vous avez vraiment des lames qui sont hyper fines et des coupes hyper fines. Donc ça, c'est hyper agréable. Donc on l'a vu là, donc ça, c'est la Dozuki. Et donc forcément, la faible épaisseur est liée au fait que on ne doit pas pousser la lame, donc elle n'a pas besoin d'être résistante. Comme on la tire, elle reste tout le temps alignée finalement. Alors, donc la Dozuki, nous avons ensuite la Ryoba. C'est ça, hein, ouais. Et la Ryoba, c'est cette double scie. Donc, je peux vous allez voir ici. Il y a 2 côtés, donc on voit qu'il y a un côté qui a des dents beaucoup plus grosses et de l'autre côté des fines dents. Alors la différence, elle va se jouer à quoi? C'est ce qu'on appelle finalement la différence et la notion de... Alors les Américains, mais je suis désolé, je ne connais pas la traduction en français, mais de cross-cut saw ou rip saw. En fait, vous allez avoir un côté qui est fait pour couper le bois dans la longueur et finalement parallèle aux fibres du bois. Donc ça, c'est la notion vraiment de rip saw. Rip, c'est la coupe comme ça. Et cross-cut, c'est vraiment le coupage à travers. Là, on est vraiment dans l'autre sens et vous allez avoir voilà, les lames qui sont faites différemment pour pouvoir couper dans le sens contraire des fibres du bois et éviter du coup les éclats. Et c'est pour ça que voilà, cette lame a les deux possibilités donc de couper dans le sens du fil ou au contraire au sens du fil. L'intérêt également de cette lame, c'est qu'elle est très souple et du coup quand vous allez devoir faire une opération qui s'appelle araser, on imagine que vous avez je sais pas moi, une cheville qui a été enfoncée pour un assemblage, par exemple Tenon Mortez qui est
maintenu également avec des chevilles, ou que vous avez rebouché un trou de vis avec pareil une petite cheville, vous allez pouvoir venir à ras de votre bois et venir voilà, comme ça affleurer parce que la lame est vraiment très très souple et vient se plier très facilement. Il nous reste la kataba. Il nous reste la kataba, et donc kataba c'est... C'est ça que j'utilise le plus moi je pense, des trois. Moi j'utilise un peu de tout. Donc là on va dire... Elle n'a pas de dos, donc elle peut plonger dans ouais, le bois. voilà, c'est qu'on peut bien plonger. Ouais. Et là du coup... alors il a dit ce que c'est pour voilà, la coupe de manière générale. Donc soit pour du bois, soit pour du contreplaqué, soit des panneaux de composite. Voilà, vraiment dans tous les sens. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces scies-là, vous avez la maintenance qui est plutôt facile, c'est que vous avez juste une vis à enlever, et vous pouvez, s'il faut, changer juste cette partie-là. Alors justement, maintenant que tu en parles, les avantages et inconvénients de ce genre de lame, c'est que donc elle est très fine, donc ça permet de finalement enlever très peu de bois lors de la coupe. Donc enlever moins de bois, donc ça veut dire aussi moins de résistance au niveau de la scie. Les lames, les dents coupent vraiment très fort. Par contre, faible épaisseur et petites dents fait que les dents peuvent casser assez facilement aussi. Et ça, c'est une scie où quand les dents cassent ou quand elles sont désaffûtées, il n'y a pas moyen de les réaffûter. Donc ça, il faut changer la lame à ce niveau-là. Donc ça, c'est les inconvénients. L'avantage, c'est que ça fait un travail de coupe vraiment nickel, je trouve. Et il y a plein d'utilisations où je pense qu'elles sont beaucoup plus intéressantes que les scies traditionnelles européennes ou anglo-saxonnes. Bah c'est surtout, essentiellement, on va dire, c'est la qualité de coupe. Coupe, ouais, carrément. Quand vous avez vraiment cette finesse comme ça de faire une coupe, alors là, celle-là, du coup, c'est... je sais pas si elle est remis là, mais là, on était sur du 1,3 mm. Tout à l'heure, on a vu 0,3 mm d'épaisseur de lame. Voilà, ça permet vraiment de faire des coupes super fines. Super fine, ouais. Et du coup, voilà, tout ce qui est travail d'assemblage traditionnel, que ce soit un tonneau mortaise qui serait fait à la main, ou vraiment des queues droites ou des queues d'aronde, bah, quand vous faites ça avec ce type de scie, ça va très très bien, quoi. Ouais. Alors bien sûr, il existe, on va dire, plus ou moins les équivalents sur les scies européennes, hein, avec le dos métallique, etc. Pareil pour faire ces assemblages. Mais voilà, ces scies-là, vous pouvez les trouver pour pas trop cher. De mémoire, on avait acheté tous les deux le même kit sur un site anglais. Je pense qu'on devait peut-être être à 60 livres pour les trois. C'est il y a longtemps, hein. Ouais. Il y a au moins 5 ans. Je pense qu'il était quelque chose comme ça. Mm. Donc après, c'est pas. C'est sûr que dans l'atelier, je vais plus me servir de mes ciseaux à bois. Mais quand j'ai besoin de couper quelque chose, je suis bien content d'avoir ces scies-là qui fonctionnent très très bien. Mm. Voilà, donc la Dozuki, donc celle avec le renfort métallique sur le dessus. La Ryoba, celle qui a les doubles coupes pour être parallèle aux fibres et puis en sens contraire. Et puis la dernière, c'est la Kataba. Alors bien sûr, il existe différents autres types de lames japonaises. Là, c'est vraiment les trois principales qu'on retrouve essentiellement, que vous pouvez retrouver facilement. Alors, si vous aimez beaucoup le travail manuel, je vous invite à aller sur YouTube pour voir deux mecs qui sont incontournables. Vous avez Paul Sellers qui est anglais, qui travaille uniquement avec de l'outillage manuel. Et vous avez énormément de vidéos sur apprendre à dégaucher, raboter une planche à partir d'un rabot, créer son établi directement. Mais tout est fait 100% avec des outils manuels. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et le deuxième, c'est The Unplugged Workshop. Woodshop, pardon. The Unplugged Woodshop. Donc je vous mettrai encore une fois les liens dans la description. Donc là, c'est un Canadien, si je ne dis pas de bêtises, qui fait pareil, hein, des réalisations avec 100% des outils manuels et utilisation aussi de produits anciens, c'est-à-dire qu'il va faire vraiment sa colle à base de poissons. Donc je sais pas quelle partie des poissons est utilisée, mais voilà, les colles à base de poissons, tout ce qui est finition aussi naturelle. Donc ça, c'est vraiment les deux. Alors bien sûr, il faut parler anglais, mais c'est vraiment voilà, très intéressant, ces deux mecs-là que je vous conseille principalement. En France, allez, on a quelques youtubeurs qui apprécient énormément le travail des outils manuels. Vous avez Franck de Créolignan qu'on a pas mal cité, Samuel Mamias qui utilise aussi pas mal d'outillage manuel quand il fait ses réalisations de queue d'aronde ou autres points. Et puis voilà, c'est les deux qui me viennent en tête, hein, donc pardon s'il y en a d'autres que j'ai oublié de citer, mais voilà, c'est les deux principaux qui me viennent à l'esprit pendant cette vidéo.
Alors, il est temps de passer maintenant à cette conclusion. Alors, on n'est pas forcément les spécialistes en outillage manuel. En tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de tendre hein, et d'aller, parce que je prends vraiment de plus en plus de plaisir à travailler avec ces outils qui me procurent, on va dire, une séance bricolage sans bruit et sans poussière. Donc ça coûte un petit peu d'argent de s'équiper. Ça reste quand même pour moi moins cher que l'électroportatif. Là, pour le coup, il y a pas mal de travail quand même sur la partie maintenance. Hein. C'est-à-dire que c'est des outils qui doivent être affûtés dès le départ, qui doivent s'affûter régulièrement. Donc c'est sûr que votre scie plongeante, vous la branchez, ça marche direct. Vous n'êtes pas trop embêté, même si bien sûr ça n'empêche pas de faire de temps en temps un réaffûtage des lames, mais que vous ne faites pas vous-même. Mais du coup, voilà, c'est des choses qui peuvent faire peur au départ, où on a peur du coup de mal faire ou autre. Mais je vous invite, en tout cas, si vous n'avez pas encore testé, à acheter voilà, votre premier rabot, votre première vastringue, et je vous confirme, hein, en tout cas, que vous allez prendre vraiment un réel plaisir à travailler avec ces outils manuels à partir du moment où ce sont des bons outils. Ça, c'est sûr que si on part sur des outils merdiques, Oui, ça ne va pas vous aider. Donc, voilà, on a essayé de faire un petit peu, de vous présenter tout ce qu'il pouvait y avoir. Hein. Donc, on reprend les rabots, les ciseaux à bois, les racloirs, les râpes, les limes, la vastringue, la gavarde, les scies japonaises. Donc encore une fois, il existe plein d'autres outils manuels, hein, donc on vous a mis encore une fois ceux qu'on utilisait. Et bah, n'hésitez pas à nous mettre en description vos avis, vos commentaires, si vous avez en tout cas d'autres outils de ce type que vous avez testés, pour, en tout cas pour nous informer, vous, de vos retours, et puis informer aussi bah, les autres personnes qui nous suivent, qui pourraient être intéressées en tout cas par ces retours d'expérience sur ces différents outils. Je pense vraiment que c'est un, je veux pas dire un retour aux sources, mais non, il faut avoir le temps. Ouais, il faut avoir le temps, mais quand on fait beaucoup de travail électroportatif, c'est vraiment plaisant de temps en temps d'avoir une petite coupure. Et vous allez rigoler, mais il m'est arrivé des fois à midi de rentrer, de mettre une planche dans l'étau, et puis de la raboter pendant 20 minutes, mais juste pour me détendre, quoi. C'était vraiment faire du copeau, mais vraiment à la fin j'avais une planche qui était comme ça, mais c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir pendant 20 minutes, ça m'a vraiment, c'est quelque chose de détendant. Et si vous faites justement cette activité de bricolage aussi pour vous détendre de par votre vie professionnelle ou personnelle à côté, où vous avez besoin de ce moment de vous détendre, vous de changer les idées, et ben vous allez en tout cas y arriver beaucoup plus facilement qu'en utilisant l'électroportatif. C'est pas faux. Et derrière, pour les amateurs de collection ou autres, c'est vraiment voilà, des belles pièces hein, qui sont vraiment très agréables à avoir et surtout à utiliser. Hein, parce que bien sûr, c'est pas tout les avoir dans une armoire et pas les utiliser. Ces choses-là sont faites pour vivre. Donc n'hésitez pas aussi à les utiliser. Et ils ne s'en porteront que mieux. Alors, on espère que cet épisode, en tout cas, vous a plu autant que les autres ou pas. Dans tous les cas, mettez-nous en commentaire vos retours, hein, qu'on puisse savoir aussi vers quoi aller. C'est pareil, si vous avez d'autres thèmes que vous souhaitez qu'on aborde dans les prochains épisodes des Apéroutis, mettez-les nous en commentaire. Hein. Encore une fois, nous on a quelques idées, on a déjà l'idée du prochain, donc ne vous inquiétez pas. Mais on est toujours preneurs. Le but du jeu aussi, c'est des épisodes qui sont faits pour vous. Je vous rappelle la règle, c'est qu'on ne va vous présenter uniquement que des outils que l'on a et que l'on a testés depuis un moment. Hein. Donc on ne va pas faire des déballages de carton, ni vous présenter des outils, en tout cas, qu'on n'a pas utilisés. Hein. J'ai souvent des remarques, ah bah oui, est-ce que tu pourrais nous parler de tel outil? Mais c'est des outils que j'ai pas. Donc du coup, je ne vais pas en parler puisque je ne les connais pas. Voilà. C'est ce qui fait la spécificité des apéroutis. C'est ce qui fait la spécificité des apéroutis. Du coup, qui dit apéroutis dit playlist des apéroutis. Donc je vous invite, pareil, à aller voir dans la description où ça s'affichera juste ici, la playlist qui va regrouper tous les épisodes des apéroutis. Hein, en tout cas pour les gros fans qui veulent absolument tous voir tous les épisodes. Je vous invite à faire, hein, encore une fois, ici on est sur l'épisode 9. Et avec 2 hors-séries spécifiques, enfin on va dire un hors-série en 2 parties spécifiques sur la domino, la festoule domino. Eh bien écoutez, il nous reste à vous dire à bientôt pour un prochain épisode. Hein. N'oubliez pas, dernier dimanche du mois. Hein. Et puis voilà. Ouais, à bientôt. Allez, ciao.